Vous écoutez La Bonne Équipe. On a déjà dû vous poser la question « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ?» Et en général, la réponse est « J'en sais rien ». Parce qu'on a besoin de bouchers, de business développeurs, de data scientists, d'infirmières, de maires, de militaires ou encore de pompiers, le podcast La Bonne Équipe, c'est le podcast des métiers. En partant d'un principe assez simple, la bonne équipe, c'est d'abord celle qui se complète en étant persuadé, bien sûr, que tout le monde a un rôle à jouer dans la société. Au travers des interviews que je vais dresser de mes invités, l'idée sera de comprendre en quoi consiste leur métier, quelles en sont les sources de plaisir ou les contraintes, l'idée étant bien sûr de vous inspirer un maximum. Je m'appelle Jérémy Muselet, je suis intervenant en école de commerce et plein d'autres choses encore, et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous. Alors, un épisode qui nous emmène assez loin aujourd'hui puisque direction le Canada. Le Canada où j'accueille donc sur le podcast La Bonne Équipe Adil Touati. Adil, déjà première question, comment ça va? Et puis ensuite, je vais te demander de te présenter comme tu le souhaites. Merci beaucoup Jérémy. Ça va super bien. Merci de cette invitation. Ça me fait plaisir de parler de plein de sujets aujourd'hui avec toi. Moi, c'est Adil Touati, je suis français originaire du Maroc. Je vis actuellement au Canada et à Montréal, comme Jérémy l'a précisé. Et voilà, je suis installé avec ma famille ici depuis 3 ans et demi. D'accord. Et t'es originaire de quelle ville au Maroc, Adil? C'est pas vrai. Et tu sais quoi, non mais blague à part, j'ai vécu à Casa, alors il y a un petit moment, mais j'y ai passé 3 ans et demi. Du coup, tu as appris un petit peu le dialecte marocain? Un petit peu. Ouais, alors je suis pas expert si tu veux, mais ça va, j'arrive à me faire comprendre en blédard, on va dire. J'aime ça. Ouais. Et alors, dis-moi, ça fait combien de temps que tu habites à Montréal? J'ai dit 3 ans et demi. En fait, oui. 3 ans et demi. Avant de venir à Montréal, avec ma famille, on s'est installé en Irlande, en République d'Irlande. On est resté 2 ans et demi à peu près. C'était l'occasion pour mes enfants d'apprendre un peu l'anglais. Ils étaient en immersion totale, ma femme aussi. Et voilà. Et avant, on était... D'accord. Et qu'est-ce que tu fais comme job à Montréal? Je suis ce qu'on appelle un Cloud Solution Architect. Aujourd'hui, je suis chez Microsoft depuis 1 an et demi. Je suis un des recrues, on va dire, de la pandémie. J'ai vu mes collègues en juillet. Ça veut dire que j'ai passé 1 an sans les voir physiquement. Et voilà. Ah oui. Et alors, donc pour ceux qui parleraient pas bien anglais, donc tu es architecte cloud chez Microsoft, mais concrètement, ça veut dire quoi en fait? Est-ce que tu peux me dire ce que c'est un architecte cloud? Bien sûr. Alors en fait, juste pour préciser rapidement, il y a pas mal de sujets, de choses, mais moi je suis au sein de la CSU, qui est la Customer Success Unit. C'est on va dire l'unité qui aide les clients en fait à adopter les technologies. Ça veut dire qu'un Cloud Solution Architect, que ce soit chez Microsoft ou chez un concurrent ou chez n'importe quel éditeur de logiciels, son rôle est adopter, en fait, aider les gens à adopter la technologie de l'éditeur. Ça quand on travaille chez un éditeur. Et aussi, si on est chez un client final, par exemple une banque ou un client de l'industrie, on peut être aussi solution architect là-bas. Notre rôle sera pareil, d'aider les équipes internes à adopter et à faciliter leur utilisation de l'info nuagique. En fait, je voulais utiliser ce mot parce que au Québec, on dit pas cloud, on dit l'info nuagique quand on parle en français. Ah, c'est toujours plus poétique le québécois. Et
Ok, donc parce que j'imagine, enfin en tout cas je pense que je vais avoir pas mal Oui, de questions sur le sujet. Le cloud, pour faire simple, alors j'essaie de le vulgariser, c'est du stockage de données en ligne. En règle générale, c'est ce qu'on fait. Les gens connaissent probablement, j'en sais rien, moi, le cloud d'Apple, le Google Drive ou quelque chose comme ça. Toi, en fait, donc c'est une solution de Microsoft qui héberge des données, si je comprends bien. Et pourquoi ton métier s'appelle architecte? Ça, je t'avoue, d'accord. j'ai toujours pas Ok. compris. Je vais juste faire une petite précision, si tu me permets. Pas uniquement des données. On va Vas-y. pas juste héberger des données, mais on va utiliser aussi là ce qu'on appelle le compute. Ça veut dire, tu as des serveurs, tu as des machines qui vont exécuter des charges de travail. Par exemple, tu peux avoir une machine où, au lieu d'avoir un Windows, par exemple, ou une machine Linux que tu vas utiliser sur ton poste, bah, elle sera virtualisée, mais elle va s'exécuter dans le cloud, on va dire dans un data center qui est géré par un éditeur et qui va faire tout ce que tu voudras par rapport aux contraintes. Et l'idée en fait du cloud, c'est on paye uniquement ce qu'on utilise. Auparavant, on avait des Ah machines. oui. Moi, j'ai travaillé quand j'ai commencé ma carrière en France. On avait des machines dans une salle à côté. C'était nos serveurs critiques pour l'entreprise. Mais dans le cloud, il fallait les acheter à l'époque, il fallait les maintenir et des choses comme ça. Quand on prend le cloud, c'est juste on utilise et on paye à l'utilisation. Si aujourd'hui j'ai une campagne de marketing et j'ai besoin de 1000 instances qui roulent, bah, je vais payer les 1000 instances. Et après ma campagne est finie, bah, je les réduis au minimal dont j'ai besoin. Par exemple, 2 instances, des choses comme ça, juste pour tenir la charge et ne pas payer des sommes inutilisées, par exemple d'argent pour des ressources qui ne sont pas utilisées. D'accord. Et est-ce que je peux dire que un des concurrents de ta solution, ce serait par exemple Oui, AWS, le cloud computing oui, d'Amazon? oui, 100%. Oui, c'est D'accord, marrant et ok. par contre, là, on travaille beaucoup avec des clients, on va dire, du fédéral ou autre, et ils ont toujours bah, les deux. Ils ont Azure, le cloud Microsoft, et ils ont AWS. Il y a aussi Google Cloud, qui est un autre cloud, on va dire, parmi les trois plus grands. Il y en a d'autres qui sont peu connus, mais voilà, Ok. c'est ça. Non mais d'accord. Donc là, du coup, ça fait sens. Je comprends vraiment maintenant le cœur du métier. Et alors, la question qui vient derrière, c'est comment t'as fait pour en arriver là? C'est quoi ton parcours? Alors j'ai bien compris que t'avais un peu Oui. voyagé, ça j'y reviendrai après, mais concrètement, comment Adil a pu un jour débarquer chez C'est une Microsoft? histoire de fait. C'est en fait, j'ai un parcours méga atypique, super atypique. Je vais le présenter. En fait, moi, j'ai eu mon baccalauréat en sciences mathématiques en 1994. Et c'était à Casablanca au Maroc. D'accord. Et après, j'ai fait sciences maths. Je me suis inscrit à la fac, je suis parti, j'ai fait sciences maths. Mais pour des raisons multiples, j'ai pas suivi, j'ai pas pu finir l'année, la première année. Et je me suis réorienté et j'ai fait littérature anglaise. Et je me suis spécialisé dans ce qu'on appelle linguistique. Et j'ai préparé. C'est su- c'est super logique ton C'est truc. ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans un TP. Je me rappelle bien de ce jour-là. J'étais dans un TP, travaux pratiques à l'université, et c'était l'électronique. Et je me rappelle plus du nom du professeur. Il nous a dit l'avenir est dans deux choses, l'anglais pour on va dire les pays francophones, l'anglais et l'informatique. Et après ce soir-là, je me suis inscrit en anglais, je me rappelle, en cours du soir pour apprendre un peu pour prendre les devants. Et l'informatique, c'est venu après. Et c'est ça. Je suis parti faire l'anglais parce que pour moi, c'était super plus simple parce que j'avais des cousines américaines qui habitaient aux États-Unis. J'essayais de parler. C'était un challenge pour moi pour comprendre ce qu'elles disaient. Et c'est ça. Et quand j'ai appris, j'ai dit, OK, le plus simple pour moi, pour avoir un diplôme universitaire à l'époque, dans les contraintes, il faut savoir qu'on parle du Maroc de 94. C'était un peu compliqué. Il n'y avait pas beaucoup d'écoles comme maintenant. C'était dur de rentrer dans une école, on va dire, d'ingénieurs étatiques. Il y en avait même pas, il y avait une grande, l'école Mohammedia des ingénieurs, mais euh, il n'y avait pas grand chose. Bon, il fallait payer, voilà, c'était pas un contexte, on va dire, favorable. Du coup, j'ai dit, ok, l'anglais, c'est bon, je vais avoir mon diplôme, on va dire, ma licence, et après, on verra.
Et j'ai commencé à faire l'anglais et j'ai fait des cours du soir en informatique pour apprendre les bases. C'était les bases de système d'exploitation. Je travaillais à l'époque, il y avait ce qui est DOS, et après il y avait Windows 95. Ouais, C'était ok. des anciens systèmes, mais qui m'ont appris la base. Et ce qui est important, c'est que, en fait, mon parcours, je pense qu'il y a plein de choses dans ma vie qui sont arrivées, qui m'ont aidé à ce que je fais aujourd'hui. L'anglais, c'est super important pour notre métier, surtout ici en Amérique du Nord, et je pense pour comprendre un peu les systèmes, pour essayer un peu de, de lire un peu les choses plus avancées, mais aussi voilà, j'ai fait ma licence. Il y avait des circonstances où je me suis retrouvé à faire une autre licence qui est LEA, langue étrangère appliquée aux affaires et commerce. Voilà. Appliqué, Et ouais. ça, c'était ma meilleure décision en fait, parce que j'ai appris le marketing, j'ai appris la compta, j'ai appris la communication, pas mal de choses qui m'ont aidé par exemple, à travailler mon image de marque, on va dire maintenant, des choses que j'utilise aujourd'hui et comment je gère mes relations et comment je gère mon métier. C'est-à-dire mon métier, je le gère comme du marketing, je vais devoir, je fais de la technique, mais face à moi, il y a des gens peut-être qui sont pas super techniques. Ça me permet d'apprendre comment communiquer avec eux d'une manière plus simple et avoir cette facilité, on va dire. Et c'est là où je suis arrivé en France parce qu'il y avait un système, on va dire, une convention, on va dire, avec la Sorbonne Nouvelle à Paris. Oui. Et c'est là où Ouais. je suis arrivé finir ma maîtrise, on va dire, en France. Et c'était en 2000. Et D'accord. je Ok. suis arrivé voilà. Et, ah oui, bah écoute, moi j'ai fait à peu près le chemin inverse, c'est-à-dire je suis parti au Maroc en Oh, 2001, tu vois. Mais ok. Et ça veut dire que t'as commencé ta carrière en oui, France en ou pas France, du oui. J'ai tout? commencé. En fait, c'est ça. J'ai eu l'opportunité de faire ce qu'on appelle un contrat de qualification à l'époque. C'était maintenant de De l'alternance, l'alternance. exactement. Aujourd'hui, ils appellent ça Voilà. professionnalisation. Ça, moi, j'y crois beaucoup, surtout dans notre domaine. Il y a pas, je vais être peut-être dans notre domaine. Je pense qu'il faut être pratique, il faut connaître rapidement. Ça ne sert à rien de passer beaucoup d'années à apprendre la théorie. Il faut avoir un cursus qui va nous emmener directement euh, chez les clients, ou au moins qu'on commence à travailler pour comprendre, parce que ça change tellement qu'il faut être sur le terrain. Et c'est là où voilà, j'ai eu la chance que des personnes en fait que je vais citer qui ont cru en moi, qui m'ont fait rentrer dans leur société pour être sysadmin, System Administrator, en alternance. En l'occurrence, c'était pour préparer les certifications Microsoft, les choses dans lesquelles je crois. Il y a pas mal de gens qui passent des certifications. Et c'est ce qui m'a aidé aujourd'hui. Moi, j'ai pas de diplôme en informatique en tant que tel, mais j'ai beaucoup de certifications et que j'ai commencé en 2001. Et voilà, j'ai rejoint cette société qui était à l'époque une petite société qui s'appelle Axoa, qui était spécialisée dans le CRM. Euh, ils avaient un logiciel et j'ai appris avec les fondateurs. J'ai appris avec Monsieur Didier Prota, avec Michel Roussard aussi, qui était notre, on va dire, directeur des opérations. Et aussi, il y avait un consultant qui était consultant associé, Cédric Firmeau, qui m'ont appris à parler, à être avec le client, et ne pas être un technicien, on va dire, uniquement qui parle technique, mais qui sache parler avec les clients par mail ou dans les réunions, animer les réunions, travailler dans des ateliers avec les clients et les gens internes. Et qui a fait démarrer ma carrière dans l'informatique. Mais en fait, tu vois, je trouve ça super difficile dans le sens où bah tu dois parler, allez, j'exagère le trait, programmation avec un geek. Pardon. Et en même temps, bah, si on parle, j'en sais rien, moi, CRM, tu dois pouvoir parler CRM avec un directeur marketing. Ce qui veut dire que quelque part, tu es obligé d'avoir alors peut-être pas un double cerveau, mais en tout cas un cerveau bicéphale. Et je trouve que c'est pas, tu vois, c'est pas inné dans la culture de l'informatique, ou en tout cas dans les informaticiens que j'ai pu croiser. Il n'y a pas de jugement de valeur, c'est un constat que j'ai fait, tu vois. C'est de me dire, punaise, soit tu as des gens qui sont trop techniques, et dans ce cas-là,
là, ils perdent leur public, soit à contrario, tu as des gens qui sont trop, peut-être, du point de vue marketing, commerce, et qui, à contrario, sont incapables d'avoir un focus technique. Je trouve ça assez étonnant d'avoir réussi à capitaliser en fait sur les deux. Et ça m'emmène en fait à la question suivante, c'est de dire, au final, si je comprends bien, ta carrière, tu l'as bâtie au travers de rencontres que tu as faites et de certifications que tu as passées, mais toi, avec ton regard d'ancien, ancien n'étant pas un jugement de valeur, mais quel regard tu portes sur l'école en règle générale? Bien, pas bien? Tu avais l'air de mettre en avant l'alternance en disant c'est fondamental. Quel est ton point de vue? D'ailleurs, t'es Oui, papa, si je me trompe. Donc du coup, fatalement, il y a le regard du geek, mais il y a aussi le regard du papa, tu vois. on s'entend bien et c'est pour ça que j'hésite à cette question ouvertement, mais je vais essayer d'y répondre d'une manière politique par rapport à mes enfants qui vont m'écouter un jour. C'est que dans l'informatique, je ne pense pas qu'il y ait besoin de faire beaucoup d'études. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on peut faire par exemple une maîtrise ou une école d'ingénieur. Pour moi, ça suffit. Ça sert à rien d'aller plus loin. Et même, je dirais, il faut prendre, privilégier l'alternance si c'est possible, ce qu'on appelle le coop ici. Je pense que ça permet d'apprendre mieux parce que, et même, je vais donner un exemple. J'ai rencontré des internes chez nous, internes, ce qu'on appelle des stagiaires ici, interns, qui sont venus l'année dernière, là, que je les ai rencontrés en juillet, et ils ont passé 3 mois avec nous, 4 mois. Et quand je leur parle, ils ont dit, nous, on apprend des choses en fait, dans notre cursus, mais quand on travaille avec vous et qu'on regarde ce que vous faites, on voit que ça n'a rien à voir. C'est c'est dingue, mais je pense que c'est ça. Il faut les préparer les gens, les jeunes, au monde du travail et l'exigence de ce monde-là. Un monde, surtout quand on fait de l'informatique, ça change tellement vite qu'il faut suivre. Il faut aller apprendre de nouvelles, on va en parler, mais de nouvelles technologies, mais surtout savoir évoluer dans la vie. Et tu sais, quand j'ai parlé tout à l'heure de Cloud Solution Architect, ce rôle-là, il est en train d'évoluer, même au sein de Microsoft, parce qu'il y a eu une fusion, là, moi je fais partie des gens super geeks, là, qui sont hands-on, on travaille avec les clients sur des problématiques, on va dire, de bas niveau. On n'est pas juste dans les stratosphères, en train de parler de stratégie, ou juste on va donner des idées, on teste, on est une partie, en fait, une fraction, on va dire, qu'on on met en œuvre ce qu'on va prêcher chez le client. On va pas juste se fier à la documentation, on va les faire nous-mêmes, on va construire ce qu'on a dit, ce qu'on appelle les preuves de concept. Et c'est ça aujourd'hui, ils se sont rendus compte que le Cloud Solution Architect doit être capable de parler avec tout ce qu'on appelle le C-level, les CIO, CTO, les gens, directeurs informatiques, directeurs techniques, directeurs d'opération, des choses comme ça, ou directrices, je généralise, mais aussi avoir ce qu'on appelle le breadth et le depth. Ça veut dire quoi? Il faut connaître un sujet ou quelques sujets en profondeur, être fort techniquement et connaître l'écosystème, le connaître en largeur, même si on ne sait pas comment ça se passe. Et c'est ça. Et ça, on peut l'acquérir uniquement en travaillant vraiment, pas uniquement en étudiant. Étudiant, ça va aider, mais quand on fait par exemple de l'alternance, on va pouvoir voir plusieurs aspects chez le client. Et plus on voit de clients ou travailler avec plusieurs, en fait, changer de société souvent, on va dire tous les 3 ans, ça permet, ou de rôle dans une société, ça permet de voir plus de choses et être vraiment performant. Et voilà. Et toi, pardon Adil. Et toi, globalement, dans ton métier d'architecte cloud, si on devait schématiser, alors tu vas me dire que c'est pas possible, mais la semaine type, c'est quoi? Ou en tout cas, si tu es pas capable de me donner une semaine type, est-ce que par exemple, je sais pas moi, 50% de ton temps c'est du développement, 50% de ton temps c'est de la communication avec les clients. Comment ça Alors, s'articule oui, je vais ta répondre à semaine? cette question et je suis désolé, j'ai zappé la question que tu m'as posée juste avant. Pourquoi on appelle architecte? En fait, parce qu'on bâtit des systèmes. On va définir pourquoi architecte cloud ou architecte, parce que on va essayer d'imaginer des systèmes qui vont communiquer ensemble. On va essayer de les dessiner. C'est quelque chose qu'on dessine.
Et c'est là comment on le dessine qui diffère aujourd'hui par rapport à ma vision, qui est on dessine en sachant comment les systèmes fonctionnent et après on les dessine. On fait pas juste les dessins, mais il y a des choses qui peuvent ne pas fonctionner parce que c'est pas compatible entre eux. Ça, c'est juste pour répondre avant, parce que Ok. je me rappelle. Non, mais c'est bien, je vois que t'as... Mais en même temps, c'est normal, on a un petit décalage horaire, donc le temps que la question arrive et que, voilà, tu vois, ça me perturbe Excellent, pas. excellent. Et pour continuer sur la lancée, aujourd'hui, en fait, ma semaine, elle se présente en plusieurs, il y a plusieurs, on va dire, différents rôles que je joue. Il y a un rôle d'accompagnement, de support. En fait, je travaille dans une équipe qu'on appelle le Support for Developers, ça veut dire, ou les DevOps, parce que moi, je suis pas développeur, parce que je l'ai pas précisé, mais moi, je suis pas développeur, je développe pas des applications. Par contre, ce que je fais, je développe, en fait, je suis un développeur d'infrastructure. Auparavant, on faisait quoi? On achetait des serveurs, on les installait, il fallait physiquement les avoir, ou des choses comme ça. Après, on a le cloud, mais il y a des gens qui vont aller faire ce que j'appelle le ClickOps. Ils vont aller cliquer dans le portail pour créer leurs ressources, créer leur stockage, créer leur réseau, des choses comme ça. Moi, je suis adepte en fait de ce qui est automatisation. C'est-à-dire que je vais travailler avec mes clients. Mon rôle, c'est j'ai des ateliers, j'ai soit des ateliers de travail où je vais aider les clients sur une problématique donnée. Ils vont m'aider, ils vont me demander, bah, nous on a ça, comment on peut automatiser ce flux, et je leur donne des idées. C'est comme ce qui est advisory, c'est le rôle d'un consultant, on va dire, qui va donner des conseils, mais aussi les aider avec leur bout de code d'infrastructure pour automatiser tout ça s'il y a besoin, et aussi le workflow de travail. Je me rappelle plus comment on dit le workflow, mais ouais, le workflow de travail là, pour essayer de dire bah comment le flux de travail, comment il va. Le flux d'informations, C'est ça, ou oui, je sais pas. ouais, de cheminement des étapes qu'on va faire. Et ça, c'est ma partie. C'est une partie où je vais être hands-on, ce qu'on appelle hands on the keyboard. Ça veut dire que je vais travailler avec le client. J'ai pas le droit de toucher leur production, mais je peux les aider, leur donner des codes, on va dire, euh, des échantillons de code sur lesquels ils peuvent se baser. Ça, c'est une partie de mon travail. C'est hands-on. Et c'est ce que j'adore, parce que ça me permet de rester proche, on va dire, des nouveautés et des choses qui s'en viennent. La deuxième chose, c'est que je prépare aussi j'ai des ateliers en fait, ce qu'on appelle des workshops de formation, où je vais entraîner, où je vais travailler avec des équipes pour les aider sur un sujet. Ils veulent comprendre comment, par exemple, Kubernetes ou les conteneurs fonctionnent dans un environnement. Ben, je peux les aider pour pouvoir qu'ils adoptent cette technologie. Ça pourrait être n'importe quelle technologie que je couvre moi, infrastructure as code ou des choses comme ça. Ça, c'est des ateliers aussi que j'anime, que je fais travailler, mais aussi je fais participer des gens de Microsoft, d'autres collègues qui peuvent collaborer pour enrichir ou pour les livrer aussi à ma place s'il y a besoin. On a des catalogues qui sont prêts, mais il y a des choses, moi je préfère faire les choses custom que je prépare moi-même. Ça, c'est une grosse partie de ce que je fais. La dernière partie, on va dire aussi, ou pas l'avant-dernière, c'est de travailler avec des clients sur sur l'accompagnement, mais on va dire plus sur leur système, sur la vision. Ok, aujourd'hui on a ça, on veut par exemple migrer, faire des choses, et on va essayer, je vais travailler avec eux sur cette vision, sur les possibilités, sur les solutions que par exemple Microsoft Azure a pour pouvoir répondre à leurs besoins. Ils vont poser des questions, ben nous on veut faire ci, on veut faire ça, est-ce qu'on peut le faire? Oui, non, et voici les contraintes. Et ce qu'ils attendent le plus, c'est l'expérience. Ils vont nous dire, OK, comment les autres clients de Microsoft font ou ont fait quand ils ont eu un problème similaire ou une solution qu'ils veulent mettre en place qui ressemble à la nôtre. Et c'est ça, ça tourne autour de ça. C'est des rencontres, en fait, c'est des meetings où on va parler de leurs besoins et répondre aux questions sur des technologies spécifiques qui peut-être ils connaissent pas ou ils ont quelques questions et ils ont besoin de guidance là-dessus. Ok. En fait, pour schématiser, et tu m'arrêtes si je me trompe, mais j'ai le sentiment que ce qui t'éclate le plus dans ton métier, c'est la customisation, ou en tout cas le fait de faire du sur-mesure, un petit peu moins le côté produit préformaté. Oui, Non? 100%. C'est ce qu'on a dit spot on. C'est exactement ça. Parce que chaque client est différent. Et on peut pas avoir quelque chose qui marche pour tout le monde. C'est pas. Ok. Et alors, mais alors c'est un peu antinomique, tu vois. Je me dis l'image que j'ai
de Microsoft. Alors, pas du point de vue cloud, hein, qu'on soit clair, mais moi, je me dis, tu vois, chez Microsoft, j'ai l'impression justement que le but du jeu, c'est d'avoir des standards. Et des standards pour une raison assez simple, pour de la productivité, tu vois. Et du coup, je me dis, bah ouais, mais toi, Adil, t'es à l'antithèse de l'image que j'ai de Microsoft, à savoir, t'es plutôt sur du customizing, sur le fait d'adapter ton produit ou le paramétrage, je sais pas comment tu dis, à ton client, mais du coup, on est à l'antithèse de la Oui. standardisation. C'est assez paradoxal, je C'est trouve. un super point et j'espère qu'il y a pas le leadership là qui vont m'écouter là parce que parce que c'est exactement ça ce qu'ils sont en train de faire. Et voilà. Mais par contre, je suis content parce qu'un de notre, en fait, mon N2, on a parlé, il nous a fait un petit hands, qu'on appelle ça là, une réunion d'équipe, et il a donné cette vision-là. Oui, on a un standard, mais rien ne nous empêche de prendre par exemple, on a quelque chose qui fait, OK, je vais aller faire une modernisation d'application, voici les étapes que je dois suivre. Rien ne nous empêche de prendre ce framework-là et de prendre ce qui importe au client. Tu vois? Parce que parfois, les clients, moi, je travaille avec des clients qui sont super particuliers. La façon comment ils gèrent leur réseau, la façon comment ils gèrent leur sécurité, si tu ramènes un système et tu dis déployez-le comme ça, il ne marchera pas. Il ne pourra pas fonctionner chez eux. Et c'est d'où l'intérêt Mm, mm. de s'asseoir avec eux et de comprendre, tu vois. Notre rôle aussi, c'est d'écouter le client, de m'asseoir avec le client, l'écouter et comprendre c'est quoi ses problèmes, se mettre à sa place, avoir de l'empathie et comprendre pourquoi il a fait des choix techniques et ne pas lui imposer quelque chose, dire oh mais t'as pas fait ça, t'aurais dû faire ça. Peut-être il a des raisons, peut-être il a un système archaïque qui doit maintenir parce que c'est lui où c'est ce système où il y a toutes les informations critiques de la société. Bah, on est obligé d'essayer d'adapter, on va dire, et de customiser par rapport à son besoin. Ok. Et est-ce que dans ton métier, il y a des contraintes un peu lourdes ou alors lourdes, c'est peut-être un peu péjoratif, mais il y a toujours dans un job des trucs qu'on aime, des trucs qu'on aime moins. Qu'est-ce qui est le moins sympa dans ton Les métier? réunions qui servent à rien. Ça, je pense on est tous, on n'aime pas que notre métier là. Il y a d'autres métiers comme ça. C'est un peu incroyable. C'est Évidemment. parfois, ouais. Pour moi, c'est perdre de temps. Parfois, ça pourrait être intéressant, mais ouais, je vais aller au but. C'est quoi ton... Ouais, on s'assoit. C'est rien de faire 30 000 réunions pour prendre une décision, quoi. Ouais, c'est clair. Et, euh, et dis-moi, Adil, comment je sais pas, t'as un projet professionnel en particulier, une ambition, un rêve où tu te laisses porter. Comment tu En fait, fonctionnes? ce que je fais, moi, en fait, mon rêve, c'est pas un rêve, mais comment j'opère, en fait, mode opératoire, c'est quoi? Je travaille tout le temps en regardant le futur, en disant, il faut que je sois toujours prêt s'il y a quelque chose qui change. Par exemple, être toujours employable. Ça veut dire que être à jour, travailler sur les nouvelles techno. Et moi, je suis comme tu as pu le comprendre, je suis geek, je suis technique, j'aime bien la technique et je veux faire le leadership technique. Ça veut dire que je ne me vois pas en tant que manager ou en tant que gestionnaire de humain, on va dire de personnes, mais un leader technique. Je vais travailler avec des équipes où je vais essayer d'influencer techniquement soit les gens qui travaillent avec moi, soit les clients. C'est ça que je souhaite faire. Et c'est pour ça que j'ai pas mal de choses à apprendre, surtout avec le changement de rôle aujourd'hui, là, comme j'ai dit, la fusion, et qu'on a besoin de ne pas se focaliser que sur la technique, mais aussi essayer de travailler avec les C-level, là, les gens qui sont sur la partie stratégique et compagnie. Je pense que ça va aider. Le fait de comprendre comment ça marche techniquement, on va dire, dans les bas niveaux, pouvoir investir, devenir, on va dire, pouvoir parler encore plus avec les gens qui sont un peu plus côté stratégie ou côté décisionnel, qui font prendre des décisions dans les sociétés, mais tout en ramenant cette leadership technique et de les aider à adopter ou à choisir des technologies en fonction de leurs besoins stratégiques. Ok. Est-ce que tu peux donner, parce que ça peut porter à confusion en français, ce que toi tu appelles dans ton métier le bas niveau? Ah oui, alors le bas niveau, ça veut dire être dans le code, par exemple. Pour moi, c'est bas niveau. Ça veut dire que être dans le code, être dans le faire réellement les choses, construire ces systèmes-là. Tu vois?
dans la Par exemple, dans la programmation. programmation ou dans les systèmes, parce que comme je dis, moi, je ne suis pas programmeur d'application, mais je suis programmeur d'infrastructure. C'est pas uniquement être dans le où il y a des choses comme ça, on a une architecture qui peut fonctionner, c'est marqué dans des documents tout beaux, mais les faire réellement, les faire comprendre comment ça se déploie. Tu vois, parce que je ne veux pas rentrer dans les détails, mais par exemple, j'utilise beaucoup le DevOps. Ça veut dire on va utiliser des outils et un process d'automatisation. Bah, il faut le connaître. Il faut connaître comment construire une pipeline, par exemple. Une pipeline, bah, c'est du bas niveau. Parce que c'est un code qui s'exécute, qui va aller faire des trucs. Et pour moi, c'est important de le connaître. Mm, mm. J'espère que c'est Ouais, ouais, clair. je comprends. Parfois, Et c'est. écoute, ça me parle. Non, non. En fait, je voulais surtout pas que les gens qui nous écoutent se disent, ouh là là, Adil, il nous parle de bas niveau. Sous-entendu, en fait, Ah, il y a des métiers entre guillemets non oh, respectables, non, tu non, vois. non, je Mais parle pas de ça. parce que je me dis, le bas niveau, en fait, moi, ça me parle dans le sens. Enfin, j'ai eu la chance de côtoyer des gens qui travaillaient dans Oui. l'IT, mais je voulais une précision de ta part en disant, voilà, pour faire simple, le bas niveau, ça n'a pas de jugement de valeur. C'est simplement dans le vocabulaire de l'informatique de dire c'est du codage, c'est de la programmation, c'est des gens qui sont confrontés aux problématiques réelles. Il faut développer de manière pragmatique l'outil qu'attend le client en l'occurrence. C'est ça que je Merci. voulais reformuler, on va dire. Euh, et dis-moi, dans ton métier, c'est quoi la performance? Sur quelle base on se dit, Adil, toi tu travailles tout seul, Adil, ou tu es dans un En staff, fait, dans une je suis équipe? dans une équipe, oui, je suis dans une équipe, on va dire, multidisciplinaire. Parce que c'est ça ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est que je travaille, j'ai d'autres, on va dire, collègues qui sont comme moi, euh, qui sont cloud solution architects, mais il y a d'autres qui sont spécialistes. On a des execs là, des account execs là, des vendeurs, on va dire des sellers, des gens qui sont responsables de vente. D'accord. On travaille tous ensemble. Il y a plusieurs on va dire personas, plusieurs rôles. Et l'idée c'est de travailler. Moi, je suis spécialisé dans ce qu'on appelle le FSI, Financial Services and Insurance, tout ce qui est banque et assurance. Cette année, c'est une nouveauté chez Microsoft. Au Canada, on va dire, ou dans le monde, parce que ça, maintenant c'est dans le monde. Avant, c'était uniquement aux États-Unis qui faisaient ça, aligné par industrie. Avant, c'était pas aligné par industrie. Je pouvais avoir des clients fédéraux, des clients secteur public, de l'industrie. Maintenant, on essaie de travailler sur l'industrie pour essayer de comprendre les besoins et d'être plus performant. Et là, je travaille avec une Mais équipe, en oui. même temps, oui. Non, en même temps, tu disais tout à l'heure, il y a une volonté, je sais plus comment tu l'as qualifié, deep C'est ça, embrace ou quelque chose exactement. comme ça. Je me dis, ben, dès lors où tu as choisi ce truc-là, a priori, ça sous-entend effectivement que tu dois développer une expertise de secteur ou de métier pour que ça C'est fonctionne, exactement quoi. ça. Mais, ma Oui. question, Adil, c'était, et là, La tu n'y as pas encore performance. répondu, Oui, la performance. C'est quoi la c'est performance dans ça. ton métier? Alors, la performance dans mon métier, il y a plusieurs choses. Une des choses, c'est contribuer au succès des autres. Ça veut dire que les gens doivent attester et je dois démontrer que je peux aider les autres à être successful, à aider leurs clients. Par exemple, ça m'arrive que il y a des gens, d'autres, on va dire, personnes, d'autres équipes qui ne sont pas dans mon industrie, qui vont me demander de l'aide. Ils vont me dire, OK, on a un client, il ne peut pas attendre 4 semaines d'avoir un ingénieur, est-ce que tu peux venir nous aider à débloquer la situation? Et là, je le fais. Ça va me prendre 1 heure, 2 heures de mon temps. Je le fais et je le partage avec mon management. Et ça aide. Par exemple, aussi, ce qu'on appelle inclusion. J'inclus avec moi les gens qui sont dans d'autres, les nouveaux par exemple qui vont rejoindre l'équipe ou d'autres personnes qui peut-être travaillent sur d'autres sujets, mais on est dans la même équipe, mais ils ont d'autres, parce que chacun de nous a des spécialités. Je les inclus par exemple dans mes workshops. Je dis ok, venez apprendre avec moi. Et ça, en fait, c'est parce qu'ils ont un problème qui peuvent sur lesquels je peux les aider. Je dis ok, bah ça, ce point-là, tu viens regarder. Après, moi, je t'aide. Ça, c'est quand on aide les autres et qu'on contribue à leur réussite. Ça, c'est une des, on va dire, des choses qu'on va regarder pour juger notre performance. Ça, je parle chez Microsoft. Après, la performance, c'est quoi? Entre autres, c'est que les systèmes sur lesquels on travaille, on va dire, en général,
doivent être, par exemple, on a un projet de migration, un projet de mettre en place d'une solution, ben, la performance, c'est de respecter les délais peut-être et aussi travailler avec d'autres équipes, pas uniquement rester bloqué dans son coin. Si moi il y a des choses que je ne sais pas et je sais qu'il y a quelqu'un dans une autre équipe qui peut m'aider, je vais aller le solliciter. Il va contribuer. Je vais solliciter son succès à lui, qu'il a déjà, parce qu'il a créé quelque chose de réutilisable, un code ou une méthode ou un atelier. Mais c'est ça. C'est plus on travaille, plus on collabore avec les autres, plus on est performant. Parce qu'on n'est pas tout seul. C'est-à-dire on aide et on se fait aider. Ok, c'est clair. T'as un gros rythme de travail ou pas? Enfin, je veux dire par Oui, là, dans ton métier, tu travailles tous les jours? Enfin, oui. comment ça se En passe? fait, oui, il y a un grand rythme et ça va dépendre de chacun. Parce que aujourd'hui, on prône aussi chez Microsoft ou ailleurs, on prône le- l'équilibre travail et vie personnelle. Mais il y a des contraintes, pareil. Il y a des contraintes soit parce qu'on doit apprendre des nouvelles technologies, des contraintes parce qu'on a un client qui va go live dans quelques semaines, il faut travailler plus pour pouvoir assurer ces délais-là. Mais ça va dépendre de chacun, je dirais. J'ai des collègues qui font du 9h, 17h, c'est bon, ils ont fini. Où il y a des gens comme moi, pareil, qui font la même chose, mais qui vont rester faire des choses en fait, au-delà pour essayer de préparer, travailler sur des nouvelles technologies ou de continuer cet apprentissage. Alors, cet apprentissage continu. C'est-à-dire qu'au-delà du travail, on va dire qu'on nous demande, il faut aussi développer. Ils nous donnent en fait, on a 30% de notre temps où on doit développer de nouvelles technos ou de nouvelles skills, là, de nouvelles compétences. C'est ça. Il faut avoir l'équilibre entre les deux. Il y a des gens qui travaillent le soir et tout. Parfois, ça m'arrive de travailler beaucoup. Si j'ai quelque chose à livrer, D'accord. ça va dépendre. Mais je peux faire l'équilibre moi-même. Mais on n'est pas Ok. suivi, tu vois, il n'y a pas de, tu vois, il y a, De exact, il n'y a flicage. pas de flicage. Du moment, le client, le succès du client, oui, ça j'ai oublié de le dire, le plus important. Le client, s'il est content, ça c'est un gage de performance en fait. Oui, évidemment, oui, 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 dans la logique je crois que tu l'as appelé Customer C'est ça, Success, je unit, sais oui. plus quoi, mais dans cette logique, ça me paraît évident, ouais. Et dis-moi, pourquoi le Canada et est-ce que tu fais une différence par rapport à la France en termes de travail, en termes, j'en sais rien, d'état Oui. d'esprit, pourquoi tu as décidé de partir au Canada si on en oublie potentiellement, je dirais, le job en tant que tel, mais c'est quand même un choix. Enfin, pour l'avoir fait moi aussi de mon côté, c'est un choix de changer de C'est pays. sûr. En fait, au niveau de pas mal de choses, il y a une facilité ici pour réussir. C'est incroyable et on le voyait par exemple. Pardon. Je t'en prie, ouais. Par exemple, ici, il y a plusieurs aspects. Je sais pas d'où commencer, mais pour le travail le plus simple qu'on va voir, c'est que, et ça, je l'ai vécu en Irlande avant et je l'ai vu. Mais le Canada, c'était un rêve d'enfance, on va dire pour ma femme et moi, voilà, et on voulait venir en Amérique du Nord. Et je pense l'Amérique du Nord, voilà, il y a soit on va aux États-Unis, bon, c'est un peu compliqué si on habite en Californie avec des enfants. Euh, pour- je pense, à mon avis, c'est super compliqué par rapport au coût de la vie, au coût des études, des choses comme ça. Le Canada aussi, ce qui est bien, c'est que, et surtout ici à Montréal et en région montréalaise, c'est favorable aux familles. Il y a beaucoup de familles, tout est prêt pour les familles et on comprend quand on va par exemple au resto, c'est normal qu'il y ait des enfants. Voilà, on sent pas qu'on gêne qui que ce soit. Il y a cette vision-là d'être en Amérique du Nord dans un contexte un peu plus sécuritaire. Ce que je dirais, voilà, on est exposé D'accord. à et aussi les opportunités de travail ici. Je trouve que je- voilà, si je compare bon la France, moi je suis parti en 2017. Euh, je compare à cette époque-là, bon, c'était pas aussi simple qu'ici, et même le mode opérationnel en France, il ressemble pas à ici. Par exemple, on a ce qu'on appelle les SS2I, des sociétés qui vont mettre, voilà. Oui. Ici, on le sent moins. Mais tu peux travailler pour une SS2I,
mais c'est pas le même, on va dire, état d'esprit. Et même ta relation. Moi, quand je suis arrivé ici, j'étais vraiment choqué, et c'est ce que j'attendais, c'est que il y a pas de hiérarchie. Même s'il y a moi, la directrice, c'était une directrice, on va dire, de je sais pas combien de centaines de personnes. Bah, je parlais avec elle normal, elle venait au bureau. Elle avait un bureau avec nous dans l'open space, quoi. Oui, Et même ouais, ouais. son directeur à elle, le directeur principal, pareil, premier jour où je suis arrivé, voilà, il était là, il avait voilà, son bureau avec tout le monde. Et c'est ça, c'est cette proximité, j'adore. Et aussi que les gens euh, en fait, c'est incroyable, ne sont pas, euh, ne sont pas assistés. Tu vois, ne sont pas. T'es là, bah, t'es grand, t'es majeur, t'es vacciné, tu travailles, tu fais ton boulot. Bon, si tu fais une faute, voilà, il faut l'assumer. Mais t'as pas cette. Tu te sens pas menacé si. Je sais pas comment le dire. En France, il y a 3 mois de préavis pour nous les cadres. Ici, c'est 2 semaines. Ouais. Ouais, c'est une logique C'est plus ça, américaine, en exactement, fait. c'est 2 semaines. Mais ça t'inquiète pas, parce que c'est une puissance pour toi. Si moi je veux quitter, bah c'est 2 semaines, hein. Ouais, 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 mais évidemment, c'est dans les deux sens, c'est sûr, c'est sûr. Ok. Et dis-moi, tiens, t'as combien alors, Oui, question oui, typiquement française, tu vois, t'as combien de jours de congés payés par an? Vas-y, c'est qu'on ça. En rigole. fait, ça va. Alors, quand j'ai signé avec Microsoft en juillet de l'année dernière, j'avais 3 semaines, 15 jours. Ok. Et c'est à partir de janvier, ils nous ont augmenté à 20 jours. Parce qu'ils ont vu qu'il y a plein de gens qui râlaient. Moi, j'avais 6 semaines avant de rentrer. J'étais dans une société Ah oui. française qui était établie au Canada. C'est elle qui m'a ramené. Coptalis à l'époque, maintenant il s'appelle Anywhere. C'est, j'ai eu 6 semaines parce que le client a, voilà, c'est pour des contrats. Normalement c'est 5 semaines, mais j'ai eu 6 semaines. Ça veut dire ça, mais la plupart ils ont 2 semaines, juste pour dire. Les gens, Ah ils ont oui. 2 semaines. Et D'accord. chez Microsoft, là, ils nous ont donné 4 semaines. Mais on a autre chose. On a par exemple 10 jours. En fait, il n'y a pas de congé de. Ici, il faut savoir, contrairement à la France, si tu es malade, tu appelles et tu dis que tu es malade et tu as un jour de maladie. Tu n'as pas besoin de certificat médical ou Mhm. quoi. Bon, après, il ne faut pas abuser. D'accord. Aussi, on a 10 jours, ils appellent ça holistic là maintenant. Maintenant ils disent holistic and health. C'est pour la santé. C'est-à-dire, par exemple, pour Noël, moi, j'ai pas pris de vacances, j'ai pris 3 jours holistic. Et ça me fait 3 jours plus 2 jours D'accord. qui m'ont donné les trucs normaux, là, le jour férié. Ça me fait une semaine sans que je débourse quoi que ce soit de mon, de- Ouais, donc en fait, finalement, enfin, les réglementations sont sensiblement différentes, mais bon an mal an, on est à peu près sur le même rythme, grosso modo, quoi. pas partout. La plupart, c'est 2 semaines. Non, non, la Pas plupart, c'est partout. deux Ah, semaines. Sauf d'accord. si tu travailles pour une grande banque ici, peut-être tu pourras avoir 4, 5 semaines. Il faut négocier, en fait. Et ça aussi, les gens ne le savent pas. Ça fait partie de la négociation. J'ai essayé avec Microsoft quand je suis arrivé. Je leur ai dit, hey, les gars, moi, j'ai soit 6 semaines. Ils m'ont dit, non, ça, on peut pas le changer. Tu peux changer autre chose. On peut discuter d'autre chose, mais tu peux. Mais J'ai quand même une chance énorme. Un mec qui a essayé de négocier avec Microsoft en face du micro, quoi. C'est on essaye toujours. C'est ça, c'est normal. ok. Et tiens, dis-moi, vu que tu travailles dans l'IT, tu t'intéresses aux crypto-monnaies ou Malheureusement, pas non. du tout? Pour moi, c'est trop Et- spéculatif. Et je ouais. suis ouais, bourse. Non, pour moi, bourse et immobilier, c'est ce que je crois. C'est plus Oui. refuge. Sachant qu'on a des options ici qui sont Euh, pas mal. Par exemple, en France, je pense qu'il y en a, mais j'ai pas fait attention. Ici, c'est vraiment, c'est clair. Par exemple, on a un compte, on va dire ce qu'ils appellent TFSA, Tax Free Saving Account. Ça veut dire tout ce que tu mets dedans, tu peux l'investir soit en bourse ou soit où tu veux. Tout ce que tu génères dedans est exonéré d'impôts. Tu payes pas d'impôts dessus, tu vois. Mais c'est ouais, limité. en fait, c'est un peu comme. Ça ressemble un peu à la participation légale en France, Non, je peut-être? pense que ça ressemble au plan d'épargne action, je pense. Ah oui, oui, le plan d'épargne entreprise, je crois que ça s'appelle maintenant. D'accord. Mais pas Euh, action à, à personnelle. Le vérifier, truc mais. personnel que tu fais. Attends, je parle pas du truc entreprise, je parle de trucs que tu fais toi-même. Ouais, ouais, en fait, l'entreprise te propose des cadres et toi, après, tu prends tes choix perso. Enfin, il y a un truc qui Ah, tourne autour de d'accord. ça. Alors, je t'avoue Oui. que ça fait un petit moment que j'en Mais ai pas fait, je mais parle pas de celui-ci. c'est. Non, je parle pas de celui-ci. Celui-ci, Ouais, on l'a, ouais, ouais. c'est dans le REER. C'est ce que s'appelle le régime d'épargne pour la retraite.
Et qui lui aussi, il est bénéfique D'accord. ici. Parce que si tu mets par exemple de l'argent dedans, tu récupères un crédit d'impôt 30, ça dépend de ton. Plus tu payes d'impôts, plus tu vas recevoir plus de crédit d'impôt qui te rajoute. Là, c'est un retour d'impôt, c'est pas un crédit. Et que tu puisses l'utiliser pour faire autre chose, quoi. C'est de l'argent au lieu de payer les impôts maintenant, Ok, tu les payes plus tard, quoi. C'est juste ça, quoi. Parce que maintenant, par exemple, tu es à d'accord. 40%, ta retraite, peut-être tu seras à 15% parce que tu vas sortir moins de 45 000 dollars l'année ou ça dépend du seuil qui va être à l'époque, tu vas payer que 15%. C'est juste tu diffères un peu les. Moi, je joue sur là-dessus, quoi. Ouais, Écrire, ouais, ouais. ouais, c'est logique. Et tiens, je t'ai pas demandé, mais quel regard porte ta famille, alors ce que j'appelle ta famille, plutôt tes parents, tes frères et sœurs ou tes beaux-parents, Oui, sur ce que vous faites au Canada. Je sais pas, est-ce qu'ils sont restés au Maroc? oui, Est-ce que, enfin, comment ça se passe quand tu vis comme ça, oui. loin de tes bases, entre guillemets? D'accord. Par rapport au choix de cette décision de partir ou Alors, ouais, par rapport au fait de oui, partir, et puis par rapport aussi à ton métier qui peut paraître oui, compliqué pour quelqu'un qui n'y connaît absolument bien rien, tu sûr. vois. Tout le monde croit que je répare des ordinateurs, moi, hein. C'est ça. Bon, bah, au moins, ça, c'est simple, tu vois, ça C'est parle à ça tout le là, monde. c'est exactement ça. Mais bon, après, il faut pas me demander de réparer parce que parfois, je sais pas faire. Malheureusement, c'est un peu compliqué. Oui, bah écoute, je vais répondre aux deux questions. La première chose, les gens, ils étaient surpris qu'on puisse quitter, surtout quand on était en France, tu vois. On avait acheté notre maison. À l'époque, j'étais à Ah mon ouais, compte. carrément. Tu vois, c'est-à-dire les gens, ils voient peut-être juste que tu vois, es à ton compte, voilà, t'as plein de choses, tu as des bénéfices de la société, tu peux faire plein de choses, tu as ta maison et tout, mais il y a plein de gens dans notre entourage, que ce soit en France ou que ce soit au Maroc, la famille, les deux, ils n'ont pas compris notre décision. Et ils croient que. Tu sais, il y a des gens, je pense que. Je ne sais pas, c'est pour eux, mais nous, c'est un épanouissement. Même par rapport à nos enfants. Parce que nos enfants, ils sont plus épanouis aujourd'hui, on le voit. Ils sont autonomes. Il y a une autonomie aussi. Moi, je regarde ma fille, elle a 17 ans. Ici, tu peux travailler à 15 ans. Parfois, tu peux travailler à 14 ans. Maintenant, avec la pandémie, il y a Ah eu un manque de oui. main-d'œuvre et tout. Là, il y a 14 ans, tu peux travailler au McDo, travailler à Tim Hortons. Elle est à 17 ans. Bon, elle n'a pas pu travailler parce qu'on n'avait pas la carte, on n'était pas résident. On vient d'avoir la carte de résident il y a quelques mois. C'est pour ça qu'elle vient de commencer à travailler. Mais elle est indépendante à 17 ans. Tu vois, et Ouais, c'est c'est juste énorme. énorme. C'est énorme. Elle peut aller faire ses études, après travailler, rentrer à la maison. Voilà, je pense que c'est important. Et c'est ça qu'on voulait. On voulait leur donner. En fait, on voulait qu'ils soient résilients. Et les gens, ils comprennent pas ça parce que, euh, voilà, on veut qu'ils soient citoyens du monde, qu'ils peuvent, voilà, habiter n'importe où, dans n'importe quelle Ouais, circonstance. ouais, non, mais c'est excellent. C'est C'est ça. excellent. Et la deuxième Et chose, oui, la deuxième par rapport à mon boulot, comme j'ai dit, voilà, les gens ils comprennent pas ce que je fais. C'est un peu flou. Ça reste dans le flou. Bon, j'ai posé la question à mon fils aussi pour être sûr juste avant. Je dis, est-ce que tu vois? Il m'a répondu correctement aujourd'hui. Il m'a dit, oui, je sais que tu aides il m'a dit système sur des systèmes et que tu aides les clients à utiliser ces systèmes-là. Je dis, ok, c'est bon, j'ai gagné. bah, comme quoi, ça finit par C'est payer, sûr. tu vois, à force de répéter. Exact, c'est ça, il faut le répéter plusieurs fois. Excellent. Et alors, j'aime bien passer du coq à l'âne. Si tu devais me conseiller un livre, une série, un film, une musique, qu'est-ce qui est incontournable d'après Alors, toi? et Et pourquoi? En pourquoi? fait, si c'est une chose, moi je vais aujourd'hui, et que c'est d'actualité, c'est la série Andor, c'est une série Star Wars. Euh, En fait, elle m'a marqué. Et ben, pas que moi, il y a plein de gens là sur Internet. C'est un Star Wars qu'on n'a jamais vu. Moi, je suis fan de Star Wars, ma famille aussi. D'ailleurs, vous voyez pas, mais j'ai plein de Lego sets là de mes enfants que j'ai piqué, que j'ai mis dans mon bureau là, des vaisseaux qu'ils ont construits. Et mes fonds d'écran, même avec les clients, ils sont en Star Wars. Moi, j'adore ça. Et Andor, c'est une série que n'importe qui peut la regarder. Même si vous avez jamais vu Star Wars, vous allez comprendre que c'est Star Wars. Il y a le fil de Star Wars, mais c'est une série humaine qui va traiter des gens, des gens, des contraintes ou des circonstances qu'ils vont vivre. Essentiellement, ça parle de la naissance de la rébellion suite à l'Empire, en fait, ou contre l'Empire.
Et on voit bien qu'il y a des gens qui sont fanatiques du côté Empire, qui se travaillent pour, par exemple, le service de renseignement de l'Empire ou d'autres systèmes, et des gens qui vont créer la rébellion et qui vont se retrouver dans des circonstances qui vont les pousser leur vie jusqu'au bout. Et ça va permettre en fait de faire des choses et de changer de vision de la vie. Et je la trouve superbe parce que voilà, je sais pas, moi je trouve que c'est intéressant de voir. Voilà. Non, mais écoute, nickel. Alors, c'est sur une C'est sur plateforme Disney en particulier oui, ou pas? Andor. Ouais, sur Disney D'accord, ouais. ok. Ouais, ouais, Ça marche. Bah écoute, je connais ouais. pas du tout. Enfin, je connais Disney+, mais je connaissais pas du tout cette série, donc je suis content, j'ai appris un nouveau truc. Tu voulais me conseiller autre chose ou Alors pas, pour les Adil? gens qui veulent avoir une vision sur notre vie d'informatique, en fait, surtout pour le DevOps, l'outil d'automatisation, des choses comme ça, il y a un livre, c'est un roman. C'est pas technique du tout. C'est un roman qui raconte la vie en fait de personnes qui sont dans l'informatique, qui galéraient parce qu'ils avaient des systèmes archaïques, qui faisaient les choses à la main, ce qu'on appelle ici Abra. Parce qu'ici, ils disent pas manuellement, ils disent Abra. Et, et, euh, et ils ont adopté l'automatisation qu'on va trouver dans le supply chain. Parce ils avaient une usine, en fait, c'est une société, c'est l'équipe informatique dans une usine qui construisait des choses, et comment ils ont adopté cette technique pour mettre en place l'automatisation. Ça s'appelle The Phoenix Project. Moi, je le conseille ce roman parce que ça ouvre les yeux sur ce qu'on peut faire dans l'informatique pour des gens qui connaissent pas. Et c'est sympa à lire et voilà. Excellent. Bah écoute, merci beaucoup. Alors, tu as le droit de me poser une question si tu Bien veux. sûr. J'ai dit une, hein, j'ai pas dit 10 questions. Tu vois. Ok, je vais poser une alors. Non, vas-y, dis-moi, pose-moi une question Merci, si merci. t'en as une. Comment tu gères, par exemple, ton podcast aujourd'hui? Parce que j'ai l'impression que les gens croient que c'est simple, mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail behind the scenes, comme on dit. Écoute, alors comment je le gère? Écoute, alors déjà, j'ai un premier sujet qui est comment trouver un invité. Et tu vois, je me dis, la bonne équipe, je considère, alors, c'est peut-être pas une famille, mais en tout cas, il y a des gens que je connais qui vont me recommander d'autres gens. Là, tu vois, on discute ensemble grâce à Oui. Maxime, enfin, que je saluerai par ailleurs sur LinkedIn. Mais déjà, il y a ce côté-là, c'est-à-dire, on me recommande des gens. Il y a parfois le côté aussi où je me lève un matin et je me dis, punaise, je connais absolument pas ce métier, je veux absolument savoir de quoi il en retourne. Et là, je vais googler et chasser comme un fou tout seul dans mon coin pour essayer d'avoir l'interview, tu vois. En règle générale, j'essaie, tu vois, d'avoir à peu près, pour être transparent avec tout le monde, d'avoir entre 15 jours et 3 semaines de stock, entre guillemets, d'épisodes. Sauf que, tu vois, dernièrement, j'ai été malade. Alors, rien de méchant, mais ça m'empêchait de prendre la parole. Du coup, quand c'est comme ça, ton stock d'épisodes, il est vite grillé, tu vois. Donc, j'essaie petit à petit de reconstituer. Et puis, le gros du travail que j'avais minimisé au départ, et c'est d'ailleurs aussi pour ça que je le travaille avec des étudiants, c'est la présence sur les réseaux. C'est-à-dire que moi, je communique essentiellement sur LinkedIn parce que voilà, j'ai l'habitude, mais je me rends compte que pour captiver l'audience, il y a des vieux comme toi et moi, enfin surtout moi d'ailleurs, mais mais il y a aussi, tu vois, il y a aussi des jeunes, des très jeunes, et d'ailleurs, ça fait partie de débats que je trouve super intéressants quand je travaille avec mes étudiants, c'est de dire que tu vois, moi je me dis, l'audience c'est des 16-25. Sauf que, entre quelqu'un qui a 25 ans, qui va bientôt potentiellement entrer sur le marché du travail, et puis quelqu'un qui est plutôt ado, forcément les questions que tu te poses sont pas du tout les mêmes, et c'est tout à fait normal. Mais ça veut dire aussi que moi, en termes de travail et en termes de com, j'ai encore un énorme fossé à franchir, dans le sens où, sur ce qui se passe justement behind the scene, comme tu dis, derrière la scène, il faut que j'apprenne à mieux
caler ma communication justement pour essayer d'intéresser le plus grand nombre. Et ça sous-entend aussi, tu vois, sur les développements futurs, ce sera de se dire, bah, l'interview, je vais la shorter, le raccourcir en fait, pour essayer aussi d'aller attirer l'attention des plus jeunes sur un format plus court, pour que derrière ils puissent, tu vois, se dire, allez, je vais écouter Adil pendant 1 heure parce que sur les quelques bons mots qu'il a sortis, il y a des choses qui me donnent envie d'aller plus loin. Donc voilà un peu, enfin, j'espère avoir réussi à répondre à ta question, Non, mais je Adil. te remercie. Oui, non, mais il y a pas mal de choses. Ouais, il y a pas mal de choses qu'il faut voir et je peux même aller plus loin. Mais oui, parce que c'est des sujets super importants. Je voulais comprendre comment tu gères parce que c'est pas facile. Et surtout, comme tu dis, la différence d'audience et tout ça, je l'avais pas vu. Mais oui, tu as raison. T'as raison, il faut avoir d'autres plateformes, on va dire. Et un exemple, s'il y a quelqu'un, Scott Hanselman, qui est chez Microsoft, qui est, je pense, un VP là, sur la partie dev, et lui, il est sur TikTok, pour avoir pour info, tu vois. Ouais, Et je comprends ouais, maintenant, ouais, quand ouais. tu as dit ça, là, je comprends, ben oui, il faut aller chercher voilà, les gens là où ils sont, quoi, les personnes là où ils sont. Mais en même temps, tu vois, je trouve l'expérience, alors tant avec les jeunes, parce que je me dis, ben, quand tu produis de la valeur, enfin quand tu produis de la valeur ou en tout cas du contenu, et puis que ça fait sens auprès d'un jeune public, ben, je trouve que je respecte un peu my commitment, tu vois, je commence à parler Désolé, anglais comme désolé. toi. Non, 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 pas de souci. Et puis d'un autre côté aussi, c'est des super rencontres. Alors, sur le Canada, effectivement, je vais moins souvent au Canada, tu vois. Mais non, non, mais blague à part, c'est aussi des rencontres que je fais en physique sur la France que j'aurais sans doute jamais faites. Et à chaque fois, je passe des moments vraiment, soit pendant l'interview, soit après. Ça dépend un peu de la proximité avec les gens. Mais je trouve ça canon, Super. j'adore. Vraiment, c'est voilà quoi. Excellent. Oui. Ok, écoute Adil, je vais pas te retenir plus longtemps. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais voulu ajouter ou une question que je t'aurais pas posée par mégarde? Hum, je pense qu'on a fait, non, ça, ça me va. C'est juste, oui, quelque chose que je pourrais rajouter, c'est que c'est un plaisir ce que je fais. C'est une passion. Ça veut dire que Mais alors ça, tu vois, je l'ai bien compris. excellent, excellent, c'est ça. Mais non, non, excuse-moi, je t'ai coupé. Et en quoi tu trouves ça Parce que passionnant? en fait, ça me permet tu vois, de participer, d'aider des gens aussi, de me faire aider et de me faire connaître. Et je pense que il y a une chose que beaucoup de gens ignorent ou négligent, c'est leur présence digitale aujourd'hui. Ça veut dire il faut travailler cette présence-là. Et tu peux ben, il y a plusieurs choses. Tu peux bloguer, faire des vidéos. C'est pour ça que je t'ai posé comment tu fais les podcasts, parce que je veux lancer un podcast avec un ami à moi. On est en train d'y travailler bah, et c'est intéressant ce que voilà, il faut être passionné, il faut aimer, mais ça aide. La présence digitale elle est importante parce que c'est ça qui, qui peut aider la carrière, qui peut aider les personnes. Bah, voilà. Ah ben, clairement, ça aide à te faire connaître. Non, 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 je trouve que c'est. Enfin, moi personnellement, tu vois, je l'aurais pas fait si j'estimais pas que c'était important. Et je reste convaincu aussi qu'il y a de la place pour tout le monde. Tu vois, j'écoute des gens comme peut-être tu connais Joe Rogan ou Mmh, Tim Ferriss bien aux sûr. États-Unis. C'est des gens qui sont sur des formats hyper Oui, longs. Et je me dis, c'est pas parce que le type va interviewer Elon Musk pendant 3h40 que pour autant les gens vont fuir. Je pense qu'en fait, on a aussi le public, tu vois oui, ce que je veux dire, tu as un public qui te correspond à toi. c'est sûr. Enfin, je sais pas si je suis clair dans mon Tu es super explication, mais clair. Ouais, ouais. génial. Bon, ok. Excellent. Écoute, Adil, je vais pas te retenir plus longtemps. Je te remercie vraiment d'avoir participé au podcast La Bonne C'est moi Équipe. qui te remercie. Si. Et attends, une dernière question. Il fait quelle Oh, température là à là, Montréal en ce moment en à peu fait, il fait près? -2, ressenti -7, mais il fait beau. On a un beau soleil. Et est-ce que ça correspond à la météo Non, habituelle? non, non, non. Heureusement, C'est-à-dire, ouais, il il fait fait plus plus. froid, il neige. Là, il n'y a pas de neige. J'espère que ça va rester comme ça. Attends, Ouais. tu me parles, j'ai pris le téléphone pour voir qu'est-ce qu'ils disent.
ils annoncent un peu de neige dans le sud du Québec pour mercredi. On va voir ce que ça va donner. Le plus, le plus loin, le mieux. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Non, bah ok, c'est parfait. Écoute, Adil, je te remercie beaucoup. Et puis, porte-toi bien. Et puis, si tu veux qu'on discute podcast, bah, de toute façon, tu sais où me trouver. Tiens, on te contacte comment via LinkedIn? Exact. C'est LinkedIn, Adil Touati, aussi atouati.com. C'est mon blog, on va dire. Je viens de dropper un blog hier et c'est technique, c'est méga technique. Ou Twitter aussi. Twitter c'est Adil Touati, pas d'espace. Mais voilà. Ok. Si tu veux, j'en profite qu'on soit encore en ligne. N'hésite pas à m'envoyer le détail par message, comme ça je pourrais le poster Excellent, directement sur LinkedIn. On voit ça. Ça te Super. va? Merci beaucoup. Merci. Ça m'a fait plaisir. C'est agréable. Tu as rendu la session agréable, on va dire. Moins stressante. Bon, super cool. Écoute, porte-toi bien, Adil. À bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Ciao. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que tu as écouté cet épisode dans son intégralité et dans ce cas-là, je t'en remercie vivement. Si tu veux nous aider à remonter dans les moteurs de recherche, pour ça, il y a 3 solutions. La première, abonne-toi directement au podcast La Bonne Équipe. La deuxième, mets-nous des commentaires trop sympas et des évaluations qui vont avec sur les plateformes comme Apple Podcast ou Spotify. Et enfin, n'hésite pas à abonner de force tes amis ou ta famille, ça leur fera du bien. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.